30, les années ambiguës. C'est important? Ah oui, 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 dans la vie d'un garçon, avoir son premier vélo à 2 roues, à cette époque-là, je crois que maintenant aussi, le premier vélo moteur chez un jeune, ça compte. Là, c'était le vélo. Beaucoup de chutes? Oui, au début, oui. Oh, oui. C'est le métier qui rentre. Hein. Nous sortions dans le patelin. Nous avions une bicyclette. C'est-à-dire que je n'ai pas connu ce que connaissent les gens qui maintenant ont entre 18 et 20 ans. Tous les mois, ils enterrent un copain. Ils enterrent une copine. Mort dans l'accident de voiture, le samedi à 2 h du matin ou le dimanche à 3 h du matin. C'est courant. Il y a une mortalité de la jeunesse qui n'existait pas de mon temps. Les seuls accidents qui nous menaçaient étaient la chute du vélo. On tombait du vélo et c'est tout. Et on rentrait chez soi d'ailleurs. Infatigables, imprévisibles, ces caméramans non professionnels se préparent pour de nouvelles aventures. Sans le savoir, ils contribuent à enrichir la mémoire de leur époque. C'est une minervaise. Voilà le chauffeur, Ronnie. Et voilà l'ambassadeur de Chine. Il était très sympathique. Mon beau-père le trouvait très sympathique parce que c'était un étranger qui savait bien boire du Bordeaux et du Bourgogne. Voilà la délégation chinoise qui est venue réceptionner les trains qui partaient en Chine. Ben voilà le train. Ah, on les embarque peut-être. Ces images ont été tournées en 1936. En 1938, la guerre sino-japonaise interrompt les commandes de matériel ferroviaire. C'était des wagons-lits, alors c'était là, je sais pas ce que ça voulait dire en chinois. Wagon-lit, ça. Sur la rivière, entendez-vous ces chants doux? Et voilà encore l'ambassadeur. Il m'avait invité, tiens, en Chine, ton père n'a pas voulu que j'y aille. Où les couples en dansant font des serments. Voici quelques paisibles images de Vienne. C'est ici que se jouera un des premiers actes d'une sombre pièce. Le 13 mars 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche, c'est l'Anschluss. Dans quel temps vivons-nous? Sommes-nous encore en état de paix? N'est-ce pas plutôt déjà un état intermédiaire entre la paix et la guerre? Et je songeais tout à l'heure à l'expression qu'un homme politique français vient d'employer dans un de ses écrits. Nous sommes déjà dans un état de guerre non sanglante.
La vie entre nous est si brève, amusez-vous, commodez-vous. La vie est si courte après tout, car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous, commodez-vous. La vie est si courte après tout, car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et la vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Et sous. Amusez-vous, foutez-vous. La vie entre nous est si brève. Et c'est au fond les deux gamins qui donnent la pièce au père. Ils disent, écoute, laisse-nous travailler sérieusement et toi, va t'amuser avec tes petits jouets. Enfin, fous-nous la paix. Voilà l'idée du film. C'était un jeu de mécano avec de la construction. Il y avait 2 châssis de voitures et 6 carrosseries. Entre nous, ça a été vraiment votre jouet ou votre père se l'est acheté pour faire le film? Non, non, ça a été mon jouet. C'était mon jouet. C'est-à-dire que mon père, ayant vu cela dans une vitrine d'un magasin de jouets, a dit, tiens, j'offrirais peut-être bien ça à mon fils, mais je ferais peut-être bien un film, puisque je connais monsieur Kevers qui est garagiste. Donc, il avait déjà... Tout ça a formé un tout. Guillaume Jacquemins publie en 1938 La vie sociale dans le borinage houillé. C'est le résultat des recherches du service des enquêtes de l'Institut de sociologie Solvay. L'enquête de Jacquemins sur le borinage porte donc à la fois sur une région touchée, une région industrielle touchée par la crise, comme l'ensemble des sociétés industrielles à l'époque, mais aussi sur une région minière et pratiquement exclusivement minière, qui est touchée non seulement par la récession conjoncturelle, mais aussi par la crise structurelle de l'exploitation dans un bassin minier qui est en exploitation depuis le XIIIe siècle, qui a connu son heure de gloire au XIXe siècle et qui est en fin de course. C'est la première agonie du borinage qu'il fixe dans son enquête, qu'il fixe sur ses images. Voilà un homme qui a une formation d'historien, qui fait un travail de sociologue de terrain, mais qui introduit effectivement l'image avec un certain nombre de photographies et puis ce film.
ce film qui date donc de 1937-1938 et qui donne une image palpable d'un certain nombre de ces propos d'enquête qui se retrouvent dans ce gros livre de plusieurs centaines de pages. Voilà ce qu'il dit. La pénurie de logements est telle que beaucoup d'habitants s'abritent dans des baraquements. Ceux-ci sont exigus et insalubres. Il n'est pas rare d'y trouver des chambres sans fenêtres, de simples trous permettent de les aérer. En cas de mauvais temps, on les bouche au moyen de journaux ou de chiffons. L'hygiène y laisse à désirer. Des groupes de 10 baraquements et plus n'ont parfois qu'une seule lavabo. En grand nombre. Vous avez les premiers Maghrébins, des Algériens notamment, des Marocains, ayant travaillé en France en 14-18, et après le retour des soldats français dans les usines, cherchent du travail, et notamment au-delà de la frontière. Il y a des Italiens, il y a aussi des paysans qui viennent de Flandre ou de Wallonie. C'est la crise agricole également, chercher du travail dans cette région. Alors, ces fameuses roulottes, lorsqu'on a montré borinage de Stork et Ivens dans la région il y a quelques années, certains habitants disaient « ce n'est pas de chez nous, on noircit la situation ». Or, ces roulottes existent, bon, Jacques Mins le confirme ici, mais elles sont utilisées pour les ouvriers italiens dans les années 50. Donc ces roulottes ont survécu à la guerre. Et qui habitait ces maisons? Là, c'était des Belges. Des mineurs? Non, ça, je ne sais pas si c'était des mineurs ou quoi. Là, c'est une grecque. Là, c'est un Italien. Là, c'est encore grec. Et tout ça appartenait au charbonnage? Ouais, de quoi? Et c'est facile à vivre dans ces maisons? Pas en hiver. En été, ça va encore, mais en hiver, on est gelé. Frontière belgo-hollandaise, au nord de Visé. Voici l'écluse de Petit-Lanay, un des nombreux ouvrages qui jalonnent le tracé du canal Albert, dont les travaux inaugurés en 1930 touchent à leur fin.
une ville forteresse, vous aviez les forts, on voyait ces forts s'élever, j'ai assisté à la construction du fort d'Ébénémal, le célèbre fort d'Ébénémal qui devait tout arrêter, qui n'a rien arrêté, le fort de Tancrémont aussi. Alors que dans mes promenades d'écolier le jeudi après-midi, parce qu'on avait congé le jeudi après-midi, je partais à la bicyclette, je faisais souvent le tour on partait vers Tongres, puis on revenait par le pays d'Herve, là, et on faisait l'anneau qui entoure Liège, si vous voulez, pas au-delà des terrils. Et alors, bien sûr, vous aviez toute l'armée belge était là, sur pied de guerre. C'était le pied de guerre, comment ça s'appelait, le PPR, renforcé. Le pied de paix renforcé, c'est ça. Hein. Voilà les terrils qui couronnent Liège. Liège est entouré de terrils. Est-ce que c'est une impression ou bien ce brouillard? C'est la brume, c'est le brouillard mosant, je crois. C'est la brume du soir ou du matin. Plutôt la brume du soir. C'est con, c'est très beau, hein, je crois que c'est... Voilà. Et là, nous sommes au rond-point du Pont-d'Avroy. Ce kiosque a disparu. Vous avez le Mont-Saint-Martin derrière. Et je crois bien qu'on va voir l'horloge fleurie qui a disparu aussi. Pour les besoins de l'automobile, une fois de plus. Vous voyez, les trams, les premiers trolleybus qui datent de cette époque-là, et très peu de voitures. Et les bruits de Liège à l'époque, c'était quoi? Les bruits de Liège à l'époque, je crois que c'était les conversations. Parce que les Liégeois sont extrêmement bavards, la preuve. Voilà, le tram numéro 1 qui passe devant le palais de justice, le palais du Prince-Évêque. Regardez, c'est le 12, là. Le précédent, c'était le 1. Voilà, les casques blancs, c'est comme dans Tintin. Ça, c'est la Grand Poste, là, dans le fond. Hein. Alors, la Vierge Noire, aussi disparue. Alors, voilà le quai de la Gauve avec la batte. Dimanche matin. Ah, qu'est-ce qu'elle c'est, cette dame? Il fume beaucoup d'hommes qui fument la pipe aussi. C'est aussi une chose qui a disparu. Hein. Ça, c'est des chics, je crois, des cigares. Des vélos. La rue appartenait aux vélos aussi. Marchand de chaussures. Mais il y avait les carillons des tramways, c'est un des bruits dominants. Hein. Les conversations. La maison Havard, qui est intacte grâce à Dieu, qui est toujours là. Une vieille maison à Colomba, je crois que c'est une des plus vieilles de Liège. Si je vois bien, c'est la Marchante Marron, donc c'est donc en hiver. Et voilà l'évêché avec le port de Plaisance qui semble être en construction. On est en train de l'aménager, en tout cas. Il y a visiblement des travaux. Et ça semble vu du pont de Fagné. On doit voir de l'autre côté. Non, ça c'est la dérivation. Cette vieille maison d'éclusier, je crois. L'année 38, c'est l'année de Munich. On a poussé un ouf, mais qui fut très bref. J'ai souvent pensé à ce jugement de Léon Blum sur la paix de Munich, sur la paix de 38. Nous étions partagés entre un lâche soulagement, et la honte. On était soulagés, vive la paix. Une minute de paix, c'est bon à prendre. Mais on savait à quel prix. On savait de quel prix on payait cette paix. On payait la paix du prix de l'existence de la Tchécoslovaquie. Là-haut sur la montagne, j'irai cueillir des fleurs avec mon ruban rose autour de mes cheveux. Mademoiselle, entrez dans la danse, faites 3 tours de révérence. Je suis directeur donc, de ce journal, le XXe siècle. Et j'essaye de faire un journal honnête. Par conséquent, pour la guerre civile d'Espagne, j'engage 2 journalistes de bonne qualité. J'en envoie un du côté franco et un de l'autre côté, en disant, vous m'enverrez le plus de papier possible et on publiera les 2. Le lecteur se fera une opinion. L'un était à gauche, l'un était Frente Popular et l'autre était fasciste et franquiste. Le seul qui ait pensé à ça, c'est moi. Je me suis fait assassiner par mes confrères, par l'autorité religieuse, par l'autorité politique. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans une guerre civile, on est dans un camp et pas dans les 2. Depuis son échec en 1937, le rexisme ne fait plus recette. Mais de Grelle ne s'avoue pas vaincu.
Les images que nous découvrons pour la première fois le confirment. Pour lui, il s'agit avant tout d'éblouir son auditoire. Dès juillet, il prépare les élections communales d'octobre 1938. Rex croit encore pouvoir conquérir un électorat. Lombeek est d'abord dans le Pajottenland. Ça s'appelle Onze Lieve Brouw, Lombeek. C'est une étonnante aventure que de Grelle a réussi pendant un temps très court, qui consistait à voir naître en pays flamand la même révolte contre l'establishment, contre la pourriture d'un certain milieu politique. Et il a un jour fait un contrat de fusion, d'association avec le VNV. Avant ça, il avait pris des anciens combattants, il avait séduit. Bien entendu, il parlait français. Et à Lombeek, on parle français dans les meetings de Grelle. Bon, essayez d'aller tenir un meeting à Lombeek en parlant français pour voir comment ça va se passer. Oui, il a eu beaucoup de flamands. C'est bien pour ça que le VNV a parlé avec lui, sinon on l'aurait vomi, on l'aurait resté à la porte. Non, non, la contagion rexiste s'était étendue au pays flamand. Pourtant, là, c'est toujours 38. On est en perte de vitesse, hein, il n'y a plus... Une raison peut-être du Rassemblement national qu'on souhaite? Je ne sais pas. De devenir national, de n'être plus wallon. Dans les milieux universitaires, il passait pour un farceur. Seulement, quand on voit cela, comme on le voyait, on s'inquiétait du succès qu'il remportait, mais je ne crois pas qu'on le prenait au sérieux. Les milices privées n'étaient pas interdites à cette époque-là. Il n'y en avait pas. Maintenant, on ne pourrait plus le faire. Mais tout ça, c'est une liturgie. Il décore un drapeau. Tout ça a dû être répété aussi. J'imagine. Les drapeaux, à l'époque, avaient beaucoup de signification. Comme ils l'ont encore maintenant pour les anciens combattants. C'est un rituel. On mesure l'importance de la manifestation au nombre de drapeaux. Par contre, regardez, c'est assez miteux comme décor. Hein? Les équipes ne marchent pas au pas. Il y a de tout dans le rexisme. C'est ça qui fait sa caractéristique. Ce n'est pas un mouvement ouvrier, ce n'est pas un mouvement bourgeois, il y a de tout. La démocratie ne s'est pas rendue compte du danger qui montait. Ça, c'est quelque chose qu'on peut encore réussir aujourd'hui. Et qu'on réussit à Liège et à Gand de temps en temps de mettre des Flamands et des Wallons ensemble et de constater qu'ils s'aiment, qu'ils se retrouvent, qu'ils se tapent dans le dos, qu'ils disent mais on nous sépare, nous nous aimons bien. D'ailleurs, nous avons fait la guerre ensemble. Mais de ce rassemblement à Lombeek, vous en avez entendu parler? Oui. Oui, parce que c'était, même pour un directeur de journal de mon espèce, un phénomène curieux de voir le VNV et Rex paraître, s'entendre, voir Rex pouvoir organiser un meeting en pays flamand et en langue française. Je vais vous dire tout de suite qu'on évitait d'en parler, le plus possible, car ce qu'il attendait, c'est qu'on en parlât. Et comme la radio était extrêmement discrète, là, vraiment extrêmement discrète à propos de ces manifestations, ce qui le mettait dans des rages considérables, je ne me souviens pas. Je me souviens qu'on a écrit des articles assez sévères sur ses propos. Mais il ne disait rien.
Il fait du monde. Ah oui, c'est du monde. Quand on dit qu'il n'a eu aucun succès, c'est évidemment faux. Il a eu un succès considérable, de courte durée, mais considérable. Ces images de Lombek, je ne les ai jamais vues. Comme le souvenir s'amenuise, ceci prend une proportion énorme. Disons que très probablement, 6 des 10 millions de Belges sont complètement indifférents à ce qui se passe là pendant que ça se passe. Mais De Grelle a réussi une mobilisation qu'aucun parti n'a jamais réussi. Et la démocratie a été sauvée de justesse. De justesse. Ce que je ne sais pas, moi, pour avoir regardé cela de près, au moment même, et pour avoir vécu assez près de Léon De Grelle, c'est qui est le génie d'organisation et de mise en scène qui organise cela. Ce n'est pas lui, il doit y avoir quelqu'un. Qui... Moi, je crois qu'il y a une grande partie d'organisation et qu'il a trouvé dans le pays, dans notre pays, des hommes qui savaient comment organiser des meetings. Il devait avoir quel âge, là? Nous sommes en 38, 30 ans. Est-ce que ça peut être spontané? Est-ce que la madame et les petites filles ne font pas partie de la troupe? Non, non, écoutez, la madame salue. C'est quelqu'un de mouvement. Elle salue, elle manipule le salut romain à la perfection. Le salut romain, pas le nazi, pas celui à l'horizontale, mais celui vers le haut. Le salut romain a quelque chose d'attirant. Quand on ne sait pas comment saluer, il est évident que c'est tentant de le faire comme cela. C'est lui qui l'a introduit. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, étant au milieu de la foule, entendre à ce moment-là? Bon, il y a un micro. Il y a un micro, il y a 2 gros haut-parleurs, je suppose, autour de la tribune. Je ne crois pas qu'il y ait une sonorisation dans la foule, je ne crois pas. Mais on vient pour voir le phénomène, on s'entre-excite, et on entend de temps en temps des hurlements patriotiques ou des dénonciations terrifiantes de la part de l'orateur. Alors là, on applaudit, on hurle. De Grelle fait un grand usage de la barbassonne, il fait chanter la barbassonne chaque fois qu'il en a l'occasion. Plusieurs fois pendant le... Or, c'est une opération difficile de chanter la barbassonne en foule. Le rythme de la barbassonne ne se prête pas à faire chanter une foule, ça marche à chaque fois. Et tout le monde connaissait les paroles. Le premier couplet. Un couplet anti-hollandais, tout le monde la connaît. Regardez tous ces bourgmestres et conseillers communaux avec leur ceinture. C'est des gens qui avaient l'habitude de se mettre en jaquette, ou en dingote, ou en costume noir bien convenable. C'est une surprise de se mettre en uniforme pour aller à un meeting. Et c'est tentant. Jamais aucun de ces types qui sont à la tribune n'a eu ça dans son public. Il faut que De Grelle arrive pour qu'à Lombek, il y ait une foule pareille. Ah, voilà la dame qui rentre dans la coulisse. Alors là, les chiffres aussi, pendant 2 heures. Le peuple rexiste, c'est magnifique tout de même. Hein. Mais je ne peux pas m'empêcher de redire que on a eu tort de ne pas prendre cela très au sérieux. Il a fallu l'opération Van Zeeland pour qu'on se rende compte qu'il fallait faire l'union sacrée contre cette marche fasciste. Je n'ose pas dire que je n'ai pas connu l'ampleur de ce mouvement et que je l'ai sous-estimé. Quand je regarde ces images, un demi-siècle après, je me dis que nous n'avons pas été assez inquiets pour la démocratie. Nous avons répondu à l'agression rexiste dans l'élection Van Zeeland, qui a été un rassemblement de toutes les forces nationales. Nous avons répondu mollement et un peu en empruntant le langage de De Grelle. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que ce genre de choses
est significatif d'un drame qui arrive et qu'il faut s'y prendre très tôt pour l'arrêter. Ça me paraît évident. Mais les films que vous venez de montrer indiquent le talent extraordinaire du tribun à un moment où toute l'Europe est en proie à des tribuns. Mussolini est un tribun, Franco ne l'est pas, mais il a au cours de lui des gens qui le sont. Hitler est un tribun. C'est le moment, là, la France a des troubles graves pour poursuivre des gens qui n'ont vraiment aucun idéal politique raisonnable. Je crois que c'est une maladie sociale qui devrait être examinée de près. Indiqué. Aujourd'hui, plus que jamais, vous voterez à gauche, vous voterez socialiste, vous voterez droit. Participez à la victoire socialiste. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Votez droit. Participez à la victoire. Votez pour le parti qui ne lutte que pour vous. Votez socialiste. Le succès de cette propagande nouvelle m'avait valu le titre de beau cinéaste. Et alors, mon adversaire, qui m'avait gratifié de ce nom, je l'avais donné le beau turfiste, parce que c'était justement un turfiste professionnel. Tout le monde fait de la propagande par des circulaires, partout, et moi j'ai jugé que le faire par film, mais aller au-devant de la population. C'est ainsi qu'on installait l'écran, et on projetait le film à tout moment, dans n'importe quelle rue. Ce qui amenait du monde, ça faisait de la propagande pour le parti. Et le résultat du reste a été probant. Voilà, j'ai 34 ans, et j'étais premier candidat. Voilà l'hôtel de ville qui est disparu. Ça, c'est l'ancien château d'eau qui était détruit au bombardement. Ça, c'est le monument aux morts qui a été sauvé. Ici, c'est le canal, ça. C'est la Haine. Ah, ça, c'est l'ancien passage à niveau de Saint-Guilain. Ça, c'est l'ancienne maison des 8 heures. Et ça, c'est la gare, qui a été le malheur de Saint-Guilain. On a bombardé, la gare n'a pas été détruite, on est revenu avec 300 forteresses et on a détruit 850 maisons et la gare est toujours là. C'est le même histoire que l'amoureux avec ce canard. Plus on tire dessus, plus il vit. Ça, c'est le marché de Saint-Guilain. Ça, c'est sur les grandes places. Du reste, on fait toujours le marché au même endroit. Voilà, vous voyez le kiosque, je l'ai fait disparaître parce que ça devenait une pissotière. Ça, c'est l'ancienne maison du peuple de Saint-Guilain. Mais n'empêche, mon titrage n'était tout de même pas si vilain que ça. Hein, regardez un peu. Et c'était tout de même un peu régulier. Tout ça fait à la main et découpé au ciseau. Et puis mis avec des épingles. Pour obtenir certains effets de fermeture, de prisme ou de fin, je dessinais sur la pellicule même, dans chaque image, une partie du film pour obtenir l'effet désiré. Où j'avais
un petit plateau tournant qui me permettait de donner certains effets. J'avais donc tous des bains et je trempais mes films pour les avoir en couleur. Donc j'avais des teintes différentes, des jaunes, des bleus, des rouges et tout cela. Et également, vous faisiez par exemple des fondus au noir, des effets? Oui, j'essayais dans la mesure du possible d'arriver à réduire, même parfois en dessinant sur le film, une grande tache, une plus petite, n'est-ce pas, pour donner une disparition. J'étais seul, j'étais plutôt l'amateur sérieux. On enlevait 2 pavés, on y posait 2 mâts et un drap de lit. Le courant était pris chez, bien entendu, un des adhérents à notre parti. Le film passait avec tout un public renouvelé chaque fois et grandissant chaque fois. Ici, c'était filmé le long de la Haine. Et alors, il y avait donc un centre ici vraiment infect que moi j'ai fait détruire. On habitait la terre battue. Quand la femme a couché, les enfants assistaient à l'accouchement. Alors j'ai fait supprimer ce quartier-là, insalubre vraiment, c'est le cas de le dire. Il y avait un WC pour chaque maison? Non, 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 c'est le seul pour le quartier. C'est justement pour ça que je l'ai repris. C'était quelque chose d'infect, d'unique. Ça ici, c'est le déversement qui se donnait certainement de l'abattoir, ça. Oui, ici, vous aviez donc l'abattoir qui déversait le sang et tout ce que vous voulez dans la Haine. Et ça sent mauvais. Vous voyez, c'est donc bien la Haine. À certains moments, c'était infect. Voilà la Haine. Et là-dedans, il y avait donc des rats qu'on tirait à la carabine, tellement il y en avait. Et les rats venaient jusque dans l'abattoir. Moi, j'ai vu prendre 27 rats par un chien. Nous avons fait la collecte pour les républicains, pour les combattants espagnols. Gauche, droite, gauche ou droite, gauche, votez à gauche, votez socialiste, votez 3. Électeurs, votez pour les défenseurs du franc. Votez pour le meilleur régime qui soit au monde. Votez socialiste. Votez 3. Votez en tête du numéro 3. « 1938. Il faudra tout de même que je vous la présente un jour. Elle est si belle, ma poule. » C'est au moment où mon père a ouvert son magasin. Lorsque Maurice Chevalier venait en Belgique, ils allaient le voir, ils ont fait connaissance. Ah voilà, Nellens, je parle de Nellens père, le poète. Il était propriétaire également, avant la guerre, du casino de Chaudfontaine. La Greta Garbo peut aller retirer son chapeau. Ils n'en ont pas à Liverpool. À New York, à Honolulu, de mieux foutu. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, si vous connaissiez ma poule. C'est le temps d'aimer, de rire et de chanter. C'est le bonheur quand il passe. J'ai cru longtemps au dynamisme. J'ai cru longtemps qu'il était bien de hurler son espoir. Et puis voilà que de notre fameuse époque dynamique est sorti quelque part en Europe un homme, un monstre. Alors là, vous parlez d'un dynamisme, d'un champion du haut-parleur, d'un Barnum de misère.
Et j'ai alors compris dans ma toute petite tête que tout dynamisme qui n'est pas équilibré par de la sagesse et du cœur mène fatalement au pire, puisque le type en question est tellement dynamique qu'il va arriver à se faire sauter lui-même. Le plus tôt sera le mieux d'ailleurs. C'est pourquoi, puisqu'il faudra recommencer bientôt, j'espère, une autre vie avec une autre mentalité, vous ne pensez pas qu'on ferait bien de s'assagir un petit peu et de chanter les uns aux autres, comme ça, en douce, à la papa, hein? Prenez le temps d'aimer, de rire et de chanter, saisissez le bonheur quand il passe, car tout lasse et tout casse. Si vous courez toujours, vous oublierez l'amour. Ne soyez pas trop pressés, prenez le temps d'aimer, prenez le temps d'aimer. Au début, Hitler est parvenu à rétablir un climat social. Bien sûr, après, on a constaté que derrière ça, il y avait une odieuse politique. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. À la rigueur, on se disait pourquoi pas un peuple, un Führer. Allons, que tous les gens de langue allemande se rassemblent dans un État allemand. Pourquoi pas? Alors, on prend l'Autriche. Mais oui, mais l'Autriche est un État allemand. Et puis, on a fait de si belles promesses à Vienne. On a dit à Vienne, dans cet État allemand, Vienne sera la capitale culturelle, intellectuelle. Ce ne sera pas Berlin, ce sera Vienne. On dit, mais très bien. Quand, dans l'affaire des Sudètes, on récupère les Allemands de Tchécoslovaquie, on dit, après tout, pourquoi pas? Ce sont des Allemands. Mais quand Hitler a étendu plus loin son espace vital, c'était trop tard. On s'est rendu compte qu'il voulait le monde et qu'il voulait la guerre. Durant toute cette exposition, toute la ville de Liège, tous les gens qui disposaient de chambres, louaient ça à des visiteurs. Alors moi, je n'arrêtais pas de piloter des... Nous avions beaucoup de visites. C'était pas une exposition internationale de très grand renom. Nous avions les visites des voisins, pratiquement. Énormément de Français, de Suisses, de Néerlandais, bien sûr, d'Hollandais, d'Allemands, mais ça n'allait pas au-delà. La prospérité de l'industrie et du commerce, la sécurité des frontières et l'esprit de liberté de nos institutions constituent les éléments inséparables et nécessaires du patrimoine d'un peuple fier et indépendant. Que tous les artisans de l'exposition internationale de l'eau soient félicités d'avoir accompli si parfaitement la tâche à laquelle ils s'étaient voués avec une confiance, un zèle et un dévouement auxquels je me plais à rendre hommage. Je forme le vœu que cette grande entreprise, réalisée dans un esprit d'entente et de collaboration, se poursuive dans une atmosphère de travail et de fraternité. Le roi vient lui-même d'annoncer que le petit prince de Liège allait proclamer l'ouverture d'exposition. Je déclare ouverte l'exposition de l'eau. Et le petit prince, mis debout sur une chaise par son auguste père devant le microphone, vient de déclarer ouverte l'exposition de l'eau. Toute la salle est debout. Il s'est élevé dès le début du discours de ça.
Mais quelle était l'ambiance? Assez féerique. Assez féerique. Les adultes avaient peut-être une petite arrière-pensée de guerre, etc. Mais les jeunes, moi j'avais quel âge à l'époque? J'avais 7 ans. Non, c'était féerique. Pour un gamin de 7 ans, il passait toute la journée. Et la féerie qui vous reste en mémoire? Ah, le petit canot. Il y avait tout un circuit de petits canots automobiles, donc sur un bras de la Meuse, et c'était ça qui me reste en mémoire. Je me revois encore dans ces petits canots. Malheureusement, c'était assez cher, et à part les regarder, j'y suis allé 2 fois, je crois, sur toute la durée de l'exposition. Des parterres d'hortensias bleues, mauves, blancs ont été aménagés, et des parterres, des bouquets et des gerbes de roses thé, roses rouges, roses saumon. C'est ici que le tout Liège a pu assister à la réception finale du président Lebrun au cours de cette journée de ce voyage à Liège. Permettez-moi encore de vous dire qu'entre la visite du Palais des Universités et cette splendide réunion dans le Grand Palais de la ville de Liège à l'exposition, le président a fait le tour de la grande exposition en voiture, rive droite, rive gauche. Il est exactement 18h27. Le président de la République vient de quitter le Grand Palais. Dans quelques instants, il sera déjà à la gare de Bressou. Et à 18h45 précise, le président de la République quittera Liège pour Paris. J'ai été à Liège une fois ou 2, mais vous dites 39, et moi j'ai été mobilisé en 39. J'ai été mobilisé le 28 août 39, et je suis sorti de mon uniforme en revenant d'Allemagne en 45. Mais oui, c'est la maison, on reconnaît la maison du coin. Oui, je crois que c'est coin. une maison de retraite maintenant. Oui, maintenant. C'est le pont du Val-de-Benoît. Je n'étais pas là comme mon père y était, mais enfin, il était au coin de la maison. Il revenait de chez ma soeur et tous les boutons de métal, toi, j'avais sauté. Il avait été flanqué par terre, je crois. Hein? Oui, oui. C'est-à-dire, il a vu une grande flamme, et puis alors, il a été jeté à terre. J'étais déjà de mobilisation à l'armée belge, j'avais donc miné le pont pour qu'il soit prêt à faire sauter en cas d'invasion, puisque c'était une ligne de peu importante de communication entre l'Allemagne et le reste de la Belgique. Et pourquoi ça a sauté? Parce qu'il y a eu un orage qui a mis une étincelle au paquet de dynamite. C'est pour ça que ça a sauté. Tous ces gens qui venaient loger à la maison pour une nuit ou pour 2 nuits, je les conduisais le soir à un endroit qui s'appelle le Bois Musique, c'est très joli. C'est un bois pentu qui était à côté de la maison et qui est dominé par un talus, qu'on appelait le Petit Talus. Et de là, on découvrait toute la vallée de la Meuse, le soir, lorsqu'il y avait de grands feux d'artifice. C'était au label bleu, au label rouge, au label vert, tout le monde était ravi. Il fallait très peu de choses à cette époque pour être émerveillé. Et les manèges, les attractions? Oui, il y avait la Grand Roue, ça ressemble un petit peu à la Foire du Midi, ce sont les mêmes. Ça n'a pas tellement changé, ça. Hein. Tu vois qu'il y avait une immense grande roue comme ça qui dominait l'exposition. En fait, je crois que pour nous qui étions lycéens à l'époque et étudiants, le centre d'intérêt, c'était le Gai Village Mozart, dont le